Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai reçu Guy Bourgeois qui est conférencier et entrepreneur avec sa compagnie Formax. Ils ont plus d'une 50aine de conférenciers qui travaillent avec eux. C'est une entreprise familiale. Bref, on a parlé de vente aujourd'hui. Donc, autant en tant qu'humain, on se vend un peu partout. Fait que des trucs là-dessus pour se vendre en représentant aussi quand on a besoin de faire de la vente, plein d'astuces, de stratégies. Guy a parlé de motivation, de discipline, de négociation, bref, plein de beaux sujets super intéressants que dans l'équilibre de vie, je pense que c'est important de savoir se vendre en tant qu'humain. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir Guy au podcast. Il a accepté l'invitation. Donc, sans plus tarder, je te souhaite un bon podcast. Bonjour mon cher Guy, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Francis, ça va très bien. Fait beau, fin d'été. Oui monsieur. Un beau soleil, un petit peu frais. Belle température. Parfait pour la décapotable. Ma conjointe me la prête. Ah, c'est bon ça. Écoute, je suis bien content de t'avoir aujourd'hui parce que on va parler de plusieurs choses, mais entre autres la vente en tant qu'humain. Parce qu'il faut se vendre dans la vie. Ouais. Tu fais quand même ça dans la vie aussi. Tu fais plein d'autres choses. On va en parler tantôt. Mais justement, si tu peux me parler un petit peu de ton parcours, c'est qui Guy Bourgeois? Écoute, c'est le parcours long ou le court? Comme tu le sens. C'est à l'Espace Tonique, t'as le sentier court et le sentier long. Lui, tu penses, ça, qui est intriguant. Non, mais sans aller dans les détails, je suis un gars bien simple qui avait pas d'aptitude particulière en rien au secondaire, qui fait qu'il savait pas dans quoi se diriger comme études collégiales et universitaires. Donc, en bout de ligne, je me suis ramassé... Bref, j'ai appliqué pour être infirmier parce que mes notes dans certaines matières avec l'orienteur, là, on est des années mi-70, avec l'orienteur en polyvalente, me disait, ben, t'es bon dans telle affaire. J'ai appliqué comme infirmier. Mais ça, c'était à Saint-Hyacinthe. Mais d'après moi, il a dit ça à plusieurs élèves parce que il y en a 200 qui ont appliqué puis ils en prenaient 74. Hein? Ouais. Quand même. Fait que donc, j'ai pas passé pour être infirmier. Je parle pas pour m'inscrire au cégep. Et technique infirmière. Et, j'ai dit, je vais aller travailler d'une quincaillerie en face de chez moi. Quincaillerie de la Lime à l'époque. Les gens de la région de Saint-Hyacinthe vont connaître ça. C'est fermé maintenant, mais ça faisait vraiment école à cette époque-là, là. Une petite quincaillerie de quartier avec 90 employés. Hein? C'était gros, là. C'était pas une bannière, là. C'était pas les bannières qu'on connaît aujourd'hui. C'était indépendant. Il y avait une ferronnerie là-dedans. Wow. Puis là, ben, j'ai fait tous les départements, là. Le sport, l'électricité. Tu sais, je sais c'est quoi une marette maintenant. Ouais, c'est ça. Je sais c'est quoi une vis à bois. Une stove boat, une carriage boat. Excusez pour les anglicismes, mais c'est comme ça que... Ah, c'est hot, Puis après, ben, mon père, qui était laitier, a fait un infarctus. Dans ce moment-là où je travaillais à quincaillerie. Et comme j'avais fait la route de l'île, mon père, depuis ma tendre enfance, là, même à l'école, même... Ça, tu faisais ça avec lui, ouais? Ouais, mais évidemment l'été, les samedis, parce qu'à l'époque, les routes de l'île travaillaient le samedi et travaillaient pas le mercredi. Et même à l'âge de... Jusqu'à l'âge, d'après moi, 10 ans, le matin avant d'aller à l'école, j'allais livrer là avec mon père, ça commençait à 5 heures le matin jusqu'à 8 heures. À 8 heures, il me débarquait à la maison, je changeais de chandail, je mangeais une toast, puis j'allais à l'école. Fait ça tout le temps. Tu été occupé. Quand aujourd'hui, les lois disent le jeune ne peut pas travailler, on peut être on fait un petit peu sourire. OK? Des fois, on fait des lois pour faire des lois parce qu'il y en a 3-4 qui disent on va faire qui exagèrent, mais en tout cas, quand c'est quelqu'un de la famille. Donc, puis t'aimais ça dans ce temps-là? Absolument. Ouais, c'était pas obligatoire de faut que je aille avec mon père. C'était pas obligatoire, mais ça l'était indirectement, parce que il se fiait sur moi à partir du moment où il disait, veux-tu travailler? Moi, dit oui, il me payait. Il me payait. OK, c'était quand même une vraie job. Oui, il me payait. C'est une vraie job de 5h à 8h le matin. Ouais. Et l'été, je travaillais avec lui. Okay. Alors, donc, moi, je suis vraiment le gars du laitier. Oui, c'est vrai, ça. Donc, pour dire laitier, mais mon père a fait un infarctus et je travaillais à la quincaillerie, toujours avec l'idée de retourner à l'école.
Puis là, ben, du jour au lendemain, j'ai pris la route de lait parce que mon père n'a jamais retravaillé par la suite. Il avait 50 ans. Ah ouais. Et ben là, une route, puis 2 routes après, puis 3 routes. Puis là, ben, puis quelques années plus tard, là, j'ai vendu pour acheter dans un autre... Pas acheter, mais partir avec un collègue qui était un de mes clients à l'époque, qui avait un Vanout à Saint-Hyacinthe. On a parti d'une compagnie de distribution alimentaire. J'étais là pendant 5 ans. Et après ça, j'ai commencé à faire des conférences. Mais là, tu vas probablement me demander, qu'est-ce que tu fais des conférences? C'est ça. Durant mes années de route de lait, puis de distribution alimentaire, j'écoutais, les plus jeunes ne sauront pas de qui je parle, mais les 50 ans et plus, oui, j'écoutais des cassettes de Jean-Marc Chaput. Les plus jeunes, les cassettes, tu savais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. C'est une affaire en plastique là, qu'on met dans une patente contre l'ange. Et Jean-Marc Chaput, pour ceux qui font des conférences, toi, tu connais-tu Jean-Marc Chaput? Ça te dit quelque chose, ton père doit savoir c'est qui. Moi, il demandé. Ouais, c'est sûr. Il est décédé, malheureusement, maintenant. Mais Jean-Marc Chaput, pour nous, les conférenciers, c'est un peu comme le Yvon Deschamps pour les humoristes. C'est comme le padré, là, le premier. Écoute, Jean-Marc, dans les années 75-80, il remplissait la place des arts, là. Ah ouais? Ah ouais, il a écrit plusieurs livres, tu googles comme ça, Jean-Marc Chaput. Ouais, malheureusement décédé du cancer durant la COVID. Okay. Et, donc, j'écoutais ces cassettes dans mes véhicules, dans mes camions, autant quand j'étais laitier, comme après en distribution alimentaire. Puis un jour, on va faire ça. Tu sais, juste un jour, on va faire des conférences. Un jour, je vais parler en avant. Un jour, je vais parler en public. Puis c'est pas arrivé par magie, là. À un moment donné, je me suis dit, OK, c'est maintenant. J'ai vendu mes parts chez Caligel, puis on a commencé à faire des conférences. Mais tu veux dire, ça t'appelait en dedans d'aller parler au public? Ouais, ça m'appelait. OK. Ben, on va faire une autre curve, on a le temps. Oh, ouais, okay. Prenons le temps. Début vingtaine, alors que j'étais laitier, ça, j'ai pas dit ça souvent, là, ce que je vais te dire là. Okay? Un de mes clients, il avait un dépanneur, il me dit, hey, veux-tu faire plus d'argent? Ben, tu sais, à 20 ans, 21 ans, tu dis, ben oui, pourquoi? Il dit, viens chez nous à soir ou demain soir, peu importe, on va parler de quelque chose. Puis, j'étais allé, puis c'était l'opportunité à moi. Encore une fois, les 50 ans et plus, ils savent de quoi je parle. AMWAY. Alors, c'est une entreprise de distribution qui fonctionne par paliers multiples. Un peu comme Tupperware maintenant, ou même des produits Avon. Alors, tu vends des produits d'entretien ménager, de toutes sortes de produits usuels, mais tu recrutes des associés qui en vendent aussi. Ben, faut faire attention, parce que c'est pas illégal. C'est un réseau de distribution tout à fait légal. Mais c'est sûr que... C'est ça le principe. Ouais, c'est ça. Mais dans oui, on parle des années de 80 à 85 à peu près, là, que j'ai... avec ma conjointe, évidemment, là, qui souvent on fait ça en couple. C'était le soir, donc je suis laitier, puis le soir, on va dans ces... Puis c'est motivant, puis il y a des gros congrès, puis il y a des gros événements. Puis c'est là où j'ai été appelé à parler en public. C'est là où j'ai eu... on avait quand même un certain succès, moi et ma conjointe. Alors évidemment, Guy et Myriam, venez raconter votre affaire. Fait que là, on raconte ça en avant, puis là, quand on tripe, ça applaudit. Puis là, les têtes dirigeantes, entre guillemets, veut dire, les plus gros distributeurs de la région, là, ils ont comme spoté, dans de même, Guy et Myriam. Puis ils m'ont demandé à animer certains gros événements. C'était bénévole, mais j'étais comme maître des cérémonies. Okay. Dans des grosses salles, 400-500 personnes, je présentais les gens, je faisais de l'animation, je faisais faire de la vague. Et à un moment donné, je l'ai fait au Forum de Montréal. À l'époque, c'était le Forum. OK? Il y a 5000 personnes dans la demi du Forum, à peu près. Puis, je faisais faire la vague aux gens, puis là, je présentais le micro, Puis ça, c'était un dimanche. Et je me rappelle, c'est gravé à mon esprit. Le lendemain, quand je suis remonté dans mon camion de lait, tu sais, la veille, là, je faisais faire la vague, là. L'adrénaline à fond. Ouais. Le lendemain matin, tu rembarques ta ronde de lait, tu dis, ouais. Et il me semble que j'ai envie de faire autre chose. Ouais, je comprends. T'as vécu quand même ça avant de lâcher. Ouais, puis j'étais capable, parce que là, le monde m'applaudissait. Il aimait ça, c'est ça. Puis j'étais pas conférencier, là. Je faisais juste animer, présenter, puis faire des intermèdes entre les conférenciers. Puis quand tu fais encore des conférences aujourd'hui, là, est-ce que tu le sens encore, cette vibe-là, quand t'es dans une entreprise ou autre? Là? Absolument. Ouais? Absolument. Ça s'éteint pas? Non, jamais. Sinon, j'aurais arrêté. Ouais. Ça nourrit. Pour réussir en conférence ou formation, pour moi, c'est pareil. Une conférence, ça dure moins longtemps, 1 heure. Une formation, ça dure quelques heures. Mais c'est le même
c'est le même know-how, c'est le même feeling. Ben, la différence entre, exemple, d'Amway, ben, des gens qui sont dans la salle, c'est des gens qui ont payé pour être là, ils veulent être là, puis ils ont envie d'être là, puis ils ont du fun d'être là. Mais quand tu fais une conférence, mettons, à 100 employés, ou 100 personnes de franchisés, mettons, dans un congrès, ben, eux autres, ils veulent pas nécessairement que tu sois là. Je veux pas dire qu'ils veulent pas qu'on le soit, mais c'est la direction qui embauche Guy Bourgeois. Donc, tu arrives devant des gens qui, certains disent, ah oui, je le connais, ah, j'ai déjà entendu parler de lui, mais le trois quarts vont dire, c'est qui lui? Puis dans certains cas, il y en a beaucoup de conférenciers maintenant, là. Il y en a qui vont se dire, mais dans la tête, oh non, pas un autre motivateur. Ouais, c'est ça. Fait que il y a une barrière, une petite barrière. Tu commences avec un strike, là. Ouais, une petite barrière psychologique qui, dans mon cas, s'éteint après 2-3 minutes. C'est-à-dire qu'eux autres, là, ils s'aperçoivent que ça va être le fun, puis etc. Mais c'est ça la différence entre, par exemple, un humoriste où les gens ont payé pour aller voir le spectacle et un conférencier où les gens n'ont pas payé puis leur sont imposés. Puis, tu trouves ça plus dur à faire, justement, quand c'est pas eux qui ont payé? Ou pas vraiment? Le mot dur est pas le bon, selon moi. C'est un challenge. C'est un challenge. C'est un défi. Qui aime ça? Ouais, mais tu sais, pour revenir à la vente, parce qu'on n'a pas parlé, puis c'est pas grave, là, de vente, mais tu sais que la vente, là, que tu ailles voir un prospect ou que le prospect vienne dans ton magasin, peu importe, tu sais, c'est rare qu'un client va arriver, il va dire, hey, je veux ton produit, j'ai plein d'argent, puis je le veux tout de suite. T'as le défi, parce que le client va te dire, on commence notre magasinage, ou vous êtes la première place qu'on fait, ou tu sais quoi, hein? Oh, oui. Alors, donc ce défi-là, de présenter le meilleur de toi-même, le meilleur de ton offre, de ton service, pour faire que les gens te choisissent, mais c'est le même défi quand t'arrives dans une salle, puis les gens ils t'ont pas choisi, sont là parce qu'ils sont obligés. Fait que je le vois comme un défi stimulant, puis c'est ça. Tu le relèves à... Si j'aimais pas ça, j'arrêterais. Oui, c'est ça. Puis c'est quoi la vente pour toi? Tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Sans exception. Le parent avec ses enfants, le policier avec le gars qui va donner la contravention, il va dire « Soyez prudent la prochaine fois ». Le médecin avec son patient qui va dire « Arrêtez de fumer ou perdez un peu de poids ». Ça dépend de ce qu'on veut dire. Si tu veux dire vendre de produits ou de services, ben là, c'est autre chose. Pas tout le monde qui en fait. Mais le geste d'influencer quelqu'un, ouais, c'est ça. Ben, tout le monde fait ça. Tu sais, pourquoi tu fais un podcast? Pour influencer les gens. Ouais, mais ton t-shirt est écrit quoi dessus? Espace Tonique. Donc, puis il s'appelle comment ton podcast? D'un sentier à l'autre. Regardons ça. Par Espace Tonique. Ben oui. Puis on a quoi comme décor? Ah oui, des petites feuilles. Okay. Donc, tu fais de la vente. C'est sûr. C'est pour faire parler d'Espace Tonique. C'est sûr. OK? Puis c'est normal. Alors, donc, c'est quoi la vente? C'est une certaine forme de séduction par rapport à un produit, service ou une idée. Alors, ça serait ça ma réponse. La vente, c'est une forme de séduction par rapport à quelque chose. Ouais, puis ça, cette séduction-là, on l'entend quand même souvent dans la vente, puis je trouve que c'est vraiment ça, tu sais, que tu veux séduire ton client, tu veux quand même séduire, même si c'est ton ami, que tu vas aller dans un voyage, d'un resto, tu veux qu'il aime ça, tu veux qu'il soit content pour qu'il embarque avec toi. Tu sais. On va juste faire une distinction, Francis. Séduire dans le sens business du terme, là. On n'est pas, on parle pas Tinder, là, c'est pas ça. Non, non. Mais dans le sens, rendre quelque chose d'intéressant, mais monsieur, madame, tout le monde le fait. Qui n'a pas vendu un objet sur Kijiji ou Marketplace? Quand tu vends un objet, tu vas mettre une photo, tu vas probablement le nettoyer, l'objet. Tu vas probablement dire, il est bien entretenu, presque neuf. C'est quoi, ça? La vente. C'est quoi? C'est une forme de séduction pour que l'autre puisse capter que, ah ouais, il y a de l'air propre, les photos sont belles, je vais appeler ou je vais envoyer un courriel. Alors, tout le monde fait de la vente sans exception. Même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas ça, ils aimeraient peut-être pas d'en faire de façon pour gagner leur vie. Je comprends. Ça fait ça. Mais en même temps, il n'y a pas de routine en vente. C'est le fun. C'est le fun quand la personne te semble indécise au début, puis que 2 minutes, ou 20 minutes, ou 2 heures après, ou après 2 rencontres, 3 rencontres, la personne, maintenant, tu le sens dans son body language, tu le sens que là, tu sais, elle dit, ouais, ça coûterait combien, quand est-ce qu'on pourrait l'avoir,
Ça, ce feeling-là, il n'y a pas grand-chose qui bat ça au niveau intellectuel, OK? De dire, il voulait pas, puis là, 10 minutes après, il veut. Okay? Puis c'est ça qui te stimule dans la vente? Ou Ouais. Ça, puis le plaisir de faire des offres. Mais je suis pas mal stimulé par le switch du « je ne veux pas » ou si je suis pas vraiment intéressé à « wow, ça a bien d'allure ton affaire ». Ce switch-là, là, on le sent, là. On le sent quand ça se produit, là. OK? Probablement beaucoup de personnes l'ont vécu. Quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi. Ouais. L'employé aussi, bon, maintenant, les rôles sont un peu inversés. C'est l'employeur qui doit se vendre. Mais tu sais, quand l'employé doit... À l'époque où l'employé devait se vendre, il fait un beau CV, il s'habille propre. Puis là, il sent quand l'employeur va se dire, vous êtes parmi nos 3 candidats favoris, on va vous rappeler. Puis quand on reçoit l'appel, on a dit, oui, vous avez l'emploi, là. Quand la personne elle raccroche, elle dit, non, j'ai l'emploi. Elle va, youpi! Ouais, yes, sir! Tout le monde a vécu ce sentiment-là de... Ouais, puis tu sais, j'en fais de la vente, j'en ai fait. Tu sais, on a fait des formations avec toi aussi, qui sont fantastiques d'ailleurs. Puis ce feeling-là, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique. C'est unique. De quelqu'un qui te choisit, qui dit je paye X pour ton produit, pour toi. Ouais. Mais surtout, c'est spécial. Je te fais confiance. Ouais. Il y a une différence entre un client qui achète pour une première fois, que lui, c'est vraiment, là, il fait confiance parce qu'on a dit, puis par la personnalité, puis par la qualité du produit, versus le client qui te rachète pour une 2e, 3e, 4e, 5e fois. Il te fait encore confiance. Mais la barrière de la transaction est plus facile à franchir que la première barrière. C'est la première fois, là, il y a une méfiance. Oh, oui, puis je pense même en acheteur, on est tous comme ça. Oui. Écoute, je te compte ça, ça fait 32 ans que je fais des conférences, là. Je pense être pas pire, là. Je commence à connaître ça. Puis la formation. Mais récemment, puis je le comprends, mais je trouvais ça drôle. Quelqu'un m'a demandé des références. Vous me donnez 3 noms de clients qui ont fait affaire avec vous. Ça va faire 20 ans que personne n'avait demandé des références. J'ai dit bien sûr avec plaisir. Probablement qu'il ne les a pas appelés. Ouais, c'est ça. Il m'a engagé pareil. Au final, ouais. Oui, c'est vrai. C'est sûr. C'est pas tout le monde qui nous connaît. C'est pas tout le monde. Non, c'est ça. Puis plus on avance en âge, plus j'avance en âge, plus les décideurs qui m'embauchent, c'est ta génération. Ben oui. Fait qu'il fait pas 32 ans qu'il me voit. Il y a 32 ans et il était dans le berceau. C'est vrai pareil, hein? Ben oui, fait qu'il y a comme un... Faut que tu reconstruis tout le temps cette renommée-là, tu sais, que t'as, là. C'est jamais acquis. Ouais. Ginette Renault a dit un jour, c'est pas de percer qui est difficile, c'est de durer. Puis elle, on sait qu'elle a réussi, là. Oh, oui, ben oui. Parce que percer... je dis pas que c'est facile, là. C'est pas facile, mais c'est plus facile percer un an puis tomber dans l'ombre après, tu sais. Tu peux faire, dans le temps, tu vas faire un hit, un 10, bien ça, maintenant, tu peux peut-être faire un vidéo, un clip, il va être vu 1 million de fois, tu vas faire la tournée des médias, puis dans 6 mois, on sait plus qui tu es. Ouais, personne s'en rappelle. Donc, il va falloir travailler pour continuer, c'est la durée qui est tough. Ouais. C'est la durée qui est tough. Puis c'est quoi Qu'est-ce que t'as fait pour durer aussi longtemps? Ça fait combien de temps? T'as dit 32? 32. 32 quel âge? 31. Fait que ça te donne une idée. J'ai commencé puis j'avais fait des choses avant, là. Ouais, c'est ça, en plus, là. J'ai commencé, t'étais même pas une pensée. Ouais. Ou peut-être un futur projet. Peut-être un projet. J'ai juste travaillé. Ça a l'air banal comme réponse, mais si tu travailles à tous les jours, tu sais, travailler, un conférencier, là, peu importe lequel, on fait pas des conférences à tous les jours, là. Si on en fait, tu sais, les meilleures années, là, c'est 3, des fois 4 par semaine, des fois 5 par semaine, mais les premières années, c'était beaucoup moins. Travailler veut dire prendre le téléphone puis te vendre. Tu sais, là, aujourd'hui, les gens prennent peut-être plus de courriels, de réseaux sociaux, avec des résultats X. Ça dépend qui est ta clientèle cible. Si ta clientèle cible, c'est monsieur, madame, tout le monde, ben oui, les réseaux sociaux peuvent sûrement fonctionner, non? Je connais des gens qui, pendant la pandémie, avec une boutique de vêtements, la personne s'est mise, tout a fermé, en pandémie, s'est mis à faire des démonstrations de vêtements sur Facebook.
Le business, ça fait... Ouais, c'est ça. Monsieur, madame, tout le monde. C'est réinventé. Mais si tu veux vendre dans le corporatif, ce qui est mon gars, donc les entreprises, les organisations, ben, encore aujourd'hui, c'est le T'appelles téléphone, encore, là. Ben oui. Ouais. Je fais des envois de masse, des envois courriels, des infolettes, de la sollicitation, courriel, des réseaux sociaux. En réalité, pour durer, là, faut être bon dans tout. Tu sais, faut que tu être bon à solliciter, faut que tu sois bon dans tes suivis, faut que tu sois bon avec les réseaux sociaux, faut que tu sois bon à abonner des gens à ton infolette. C'est pas dur pour durer, faut que tu sois bon dans tout ce qu'il faut pour te faire pareil. Ouais. Puis c'est vrai, c'est-tu pendant la pandémie que tu faisais, c'était quoi, le pep talk, je pense? On va le faire encore. Tu le fais encore? Ok, tu Fais pas abonner à mon infolette? Ben oui, mais ça fait un bout que j'ai pas vu ça, me semble. Ouais, mais t'as raison, le nom a changé. Et ça c'est juste peut-être l'infolette. pour ça, ok. Ouais, c'est ça. Ben, quand ça a fait 30 ans, donc il y a 2 ans, on a complètement revampé l'image de l'entreprise, le nouveau logo, puis le titre Pep Talk a changé par infolette, tout simplement. Là. Mais écoute, le Pep Talk a duré 15 ans à peu près. Quand Dans même, mon auto ok. au début. Oui, c'est ça. Tu sais, les années 2004-5 à peu près, là. T'étais quand même innovateur dans ce temps-là, là. Écoute, peut-être au Québec, oui. Ben, je pense. Ouais, c'est ok. mon fils qui avait vu ça aux États-Unis. Un humoriste qui, je ne me rappelle plus du nom, là, mais il avait fait monter à bord de sa voiture Barack Obama. Ok. OK, puis il se promenait dans les jardins de la Maison-Blanche, puis après ça, il est allé voir d'autres artistes, évidemment. Puis là, mon fils, il me dit ça, il dit, ben, il dit, pourquoi faire, tu fais pas entrevue dans ton véhicule? Ah, c'est une bonne idée. Puis j'en ai fait des centaines, 100 fois par puis mois. c'était vraiment intéressant. Ouais, puis honnêtement, c'était populaire aussi. Je me faisais dire, c'est le fun. Ouais. Puis tu sais, c'était quand même court. 3 minutes. Ouais, c'est 4 ça, minutes. là, relativement. Là, fait que... Ouais, c'était bien intéressant. Mais ça que tu dis, t'étais aussi bon là-dedans. C'est de la communication. Ouais. Là, je faisais un peu ton rôle. Je faisais parler des gens. Ouais. Parce qu'en conférence, je parle. Qu'est-ce que c'était mieux? Les deux. Les deux? J'aime ça, faire parler des gens. Ouais. Toi, ce que tu fais, là, c'est un podcast, puis c'est bien. Mais moi, aller jusqu'avant la pandémie, là, j'ai fait 2 ans d'émissions à Cogeco sur le câble qui s'appelle Profil de succès. Ah ouais, ok. Je vois des gens d'affaires ou de tout domaine qui ont du succès dans leur domaine, une émission d'une demi-heure, qui passait à la télé, câblée, Ah, c'est hot, ça. Saint-Hyacinthe, Drummondville, Trois-Rivières, Magog, etc. Le réseau Cogeco. Alors, Puis donc, ça c'est-tu... parce que des fois, à télévision, c'est-tu un peu plus lourd à faire parce qu'il y a plein de choses à suivre ou c'est aussi le fun, c'est différent? ben, c'est comme toi, l'éclairage, 3 caméras au lieu de 1 ou 2. Pas de micro comme ça, un petit micro Ouais, cravate, là. Mais le reste, c'est pas mal pareil. Ouais, S'il y a du ok. montage, c'est fait après, là, dans le sens... Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, des fois, je sais qu'il y a des restrictions ou quoi que ce soit, mais c'était pas... Ben, le timing. Tu sais, Ouais, il y a ça, là, ouais. Il reste 2, puis... Dépêche-toi. Il reste 1. Dépêche. Ouais, c'est ça. OK. Ah, ben c'est hot, ça. Puis, pour venir à la vente, là, c'est une bonne vente. Ouais. Ça ressemble à quoi pour toi? Qu'est-ce que tu qualifies? Ça, c'était une bonne vente. Y en a-tu des pas bonnes? Je te pose la question. Ben, une bonne vente, c'est celle que le client est heureux et content, puis le vendeur ou le commerçant est heureux et content. C'est un win-win. Simplement. Tu sais, monsieur et madame, tout le monde qui vont souvent dire la vente à pression, un maudit vendeur. Je pense qu'on entend un peu moins aujourd'hui. Là. En tout cas, peut-être. Ouais, on dirait que c'est moins Ouais, pire. Là. mais quand même, ces mêmes personnes-là, ils vont tous avoir dans leur vie personnelle, je sais pas moi, un genre de un comptable de confiance ou un courtier immobilier avec qui on fait affaire 3-4 fois, ou ils vont toujours à la même personne à la quincaillerie, tel conseiller qui leur a vendu un chauffe-eau. Alors, ces gens-là, même s'ils disent la vente, c'est d'ici, c'est ça, mais quand ils vont dans un commerce, qu'ils font affaire avec une personne qu'ils ont aimée, ils vont retourner la voir. Donc, cette personne-là a fait une bonne vente. Ouais, c'est ça. Le client était satisfait. Le client veut revenir. Le client revient. Puis toi, en tant que vendeur, ben, tu gagnes ta vie aussi. Fait qu'une bonne vente, c'est un win-win. Ouais, mais j'ai pensé en même temps, pour moi, une pas bonne vente, entre guillemets, là, je pense que c'est si tu vends un produit, la personne la jette, mais au final, c'est pas vraiment ça qu'il avait besoin. Parce que ça Ouais. doit arriver régulièrement dans la vente, veut pas, là.
peut-être, écoute, oui, on peut pas présumer, mais mettons que le client n'est pas satisfait du produit. C'est peut-être la cause du produit. C'est peut-être le client qui a mal exprimé ses besoins. Aussi. OK? Ou le vendeur qui a carrément pas écouté. Mais en même temps, tu sais, aucun vendeur, représentant, conseiller, peu importe le nom qu'on lui donne, qui peut forcer quelqu'un à acheter. Non, ça c'est sûr. Tu sais, vente à pression, ça existe quand le vendeur, là, il va pousser. C'est mon dernier, là, puis il est en spécial, puis demain il va être plus cher. Puis... Oui, mais en même temps, c'est toujours, soit dit en passant, c'est pas une bonne pratique, là, OK, de faire ça. Ouais, c'était ma prochaine question. Ouais, mais ça existe, mais le client n'est jamais obligé d'acheter, là. OK, c'est le client. Ouais, il décide quand même. En vente, c'est le client qui a le gros bout du bâton. C'est jamais tout le vendeur. Temps, ouais. C'est jamais le vendeur. Puis au Québec, Canada, principalement au Québec, le consommateur est extrêmement bien protégé avec des lois, l'Office de protection du consommateur. Puis maintenant, bien évidemment, il y a les codes sur Google, les gens peuvent s'exprimer. Fait que, tu sais, tu peux pas être à côté de la traque puis faire une mauvaise vente. Là. Puis qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est une mauvaise pratique, la vente à pression? Parce que ça satisfait personne. Tu sais, le client sera pas satisfait. Probablement que l'entreprise va perdre ce client-là. Puis le vendeur, en bout de ligne, je crois, qu'il va être déçu de lui, en bout de ligne. Mm-hmm. Il sait, pareil, que l'autre n'est pas content. Pas toujours, j'imagine. Non, pas toujours. Des fois, c'est... Honnêtement, je sais pas quoi te répondre à ça. Ici, tu sais pas. Tu sais, j'en connais pas vraiment des vendeurs, là, que c'est des vraiment, puis je veux pas dire le terme. Ouais, c'est ça. Le terme que tout le monde a en tête, là, ça commence par C, je pense. Ouais, c'est ça, puis un R après. Honnêtement, ces gens-là, ils dureraient pas, là. Ouais, c'est ça, ça puis, marche pas, vendre de même. C'est ça, est-ce qu'il y a une entreprise voudrait d'un vendeur comme ça, puis espérer le garder à long terme? Une entreprise veut pas ça. Une entreprise veut faire des affaires fréquemment avec un même client, puis elle veut que le client la réfère. Mm-hmm. Alors, c'est pas vrai qu'une entreprise, là, elle veut, on va avoir des clients, on va les charger trop cher, etc. Non, ça, c'est sûr. C'est un mythe. Ça va fermer. Ils ont passé à JE il y a plusieurs années, puis ils ont fermé. Là. Ouais, c'est ça. C'est des exceptions encore qu'on entend. Ouais. Ça, dans le domaine de la construction, des fois, on entend parler dans des émissions. Ouais, c'est clair. Comme JE, la facture, à l'occasion. Mais même là, ces gens-là ne durent pas. C'est malheureux pour les gens qui sont faits compresser. Mais encore là, le domaine de la construction, c'est un créneau qui est encore vu. On dirait comme ça. On l'entend souvent, là, dans la construction. Puis nous, c'est un peu ça qu'on se bat. On est bien dans l'humain, mais la réputation, c'est ça pareil. Ouais. Construction, un peu... Je pense que c'est de moins en moins vrai. Là, oui, de moins en moins, la mécanique aussi. La vente de voitures usagées, qui maintenant est beaucoup mieux encadrée, là, les ventes de voitures d'occasion. Mais il y aura quand même toujours un petit peu de jam à la naître. Ben ça c'est comme dans n'importe quoi aussi. Ouais, mais ils dureront pas. Ouais. Puis, question pour toi, là. Le principe, tu parlais de win-win, c'est pour ça, là. Ouais. Le principe de dire on va couper la poire en deux, là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, mettons, autant ça peut être en entreprise ou personnel, là. Peu importe, là, je veux faire un voyage avec ma blonde, moi je veux faire un mois, elle veut faire une semaine, mettons. Là, disons, 2 semaines. Ouais, coupe en deux, on fait 2 semaines. Qu'est-ce que tu penses de ce principe-là dans la vente? Ben écoute, premièrement, tu m'apprends que c'est un principe. Ben, je sais pas si c'est un principe, ouais. Mais c'est une négociation, dans le sens, peut-être dans ton couple, ce que tu racontes là, peut-être c'est déjà arrivé, mais, j'appelle ça une négociation, s'entendre l'un avec l'autre. Si les deux sont d'accord, ben, ça va bien. Je viens de vendre hier, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple Kijiji puis Marketplace, parce que je viens de vendre, je demeure sur le bord d'une rivière, puis j'ai un quai en bois traité qui a de l'âge, puis bon, je vais le vendre, parce que je vais en acheter un autre. Okay. Et je l'ai mis à vendre, puis monsieur m'a appelé hier après-midi. Puis le prix est marqué là, sur Kijiji, puis c'est marqué, il y a besoin de peinture, il est écrit, besoin de peinture, mais il est encore solide. Fait que là, il me dit, vous êtes où? C'est à tel endroit, vous? Il est à 1h15 de chez moi. Okay. Il dit, il m'intéresse à ton prix. Mais là, c'est Marketplace. Là, tu dis, Fait que pouvez-vous m'appeler? Il m'appelle. Puis là, ben, j'ai dit,
OK. Là, il dit, j'ai pas rien, ce qu'il faut pour aller le chercher. Il dit, je dis, m'en faire un deal avec vous. J'ai dit, venez le voir. Tu sais, il voulait conclure ça. Non, venez le voir. Donc, il a fait 1 heure de code de route hier après-midi. Il est venu hier après-midi. Venez le voir. Puis, on va regarder ça ensemble. Puis, en supposant qu'on s'entend, vous me donnez 50% de la compte de suite. Et moi, je vais aller vous le livrer. J'ai un véhicule pour. Je vais louer une remorque. Je vous fais payer la remorque. Je vais aller vous le livrer chez vous, venir à code de route sans frais. Il est venu le voir. Il m'a donné la moitié de la compte hier tout de suite. C'est un deal. Alors, moi, j'ai laissé du lest un petit peu. Ben, je vais aller y livrer. Ça va me coûter peut-être 100$ d'essence. OK? Lui, il va payer la remorque. Moi, ça va me prendre une demi-journée de temps. Mais il n'a pas négocié le quai zéro. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que j'ai coupé à boire en deux? Non. Ça, en tout cas, selon moi, c'est une belle et bonne négociation. C'est un win-win. C'est ça. C'est un win-win. OK? Win pour moi parce qu'il est vendu. J'avais eu 4-5 demandes, mais c'était la plus sérieuse. C'est réglé. On passe à autre chose. Puis lui, ben, son épine dans le pied, c'était « Ouais, je le veux, le prix va mon affaire, mais je suis pas équipé pour aller chercher. » Je vais vous arranger ça. C'est pas coupé en deux, c'est un win-win. Ouais, c'est ça. C'est un win-win. D'ailleurs, peut-être t'avais envie de me poser la question, mais des fois, il y a des vendeurs vont me dire, ou ils vont dire, des fois, en exemple, dans des formations, ils vont dire, hier, tu sais, j'ai raté une vente. Comment ça? Non, pas une vente. Ils vont dire, j'ai perdu une vente. Moi, ça, t'as perdu une vente. Tu l'avais-tu fait avant, puis le client annulé? Non, mais j'ai perdu la vente. T'as pas perdu la vente, d'abord. Tu l'as raté. OK, c'est deux choses différentes. Ouais. J'aime pas le mot perdre. Mais moi, j'ai pas perdu des kilos que j'avais pas, j'ai perdu des kilos que j'avais. Tu peux pas perdre une vente que t'avais pas, vrai? C'est vrai. OK? Donc, pour le mental, le psychique, ça a une différence. C'est normal de rater des ventes. On va en rater souvent 2 fois plus qu'on en fait. C'est un bon représentant, une bonne entreprise. Je sais pas, vous autres, je protège combien d'offres de services que vous répondez ou de soumissions avant de l'avoir. Si vous en closez une sur 3, mettons. C'est 33%. Ça t'en rate 2 pour en faire une. Est-ce que t'as perdu les 2? Non. Ils ont juste pas eu lieu. Alors, mais c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on entend ça. Je l'ai perdu. T'as pas perdu, mais tu l'as pas eu. Tu l'avais pas, tu vas pas en perdre. C'est vrai que ça fait pas de sens. J'essaie d'enlever le mot perdre du vocabulaire des gens. Et dans le mien en premier. Ouais. Puis tu dis quoi si tu dis pas perdre? Parce que là, on a dit... Raté. On n'a pas eu la vente. Raté, ouais. C'est pas fait. On a raté notre coup. Même là, raté. Ouais, à quel point t'as raté? C'est ça. Moi, souvent, on va dire on l'a pas eu. On l'a pas eu. Ouais. Ça se dit bien. Next. Ouais, c'est ça. Au bureau, c'est de même. À l'agence, on n'a pas eu next. On en a un autre. On l'aura l'année prochaine. C'est pas grave, là. Puis, justement, dans le mental qu'on parle, là, ça prend quand même une force mentale quand tu vends, tu te fais dire non énormément. Là. Plus que oui, en tout cas. Ouais, probablement, ça prend une force mentale, parce que l'être humain n'aime pas se faire dire non, il n'aime pas se faire rejeter. Il n'aime pas se faire rejeter. Mais en même temps, lorsque tu prends la décision mentale que ce travail-là, tu vas le faire longtemps et tu n'abandonneras pas, même si tu as des non. Les non font partie des oui, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Les gens qui veulent réussir rapidement, tu sais, je vais venir riche, tu sais. Aussitôt qu'il y a un non, ça est démoli, là, parce que là, ça met comme une barrière à leur rêve de devenir riche rapidement ou de faire de l'argent rapidement. Mais à partir du moment où tu décides que tu vas travailler sur le long terme, puis tu n'abandonneras jamais, les noms font partie. On te dit, c'est next. Ouais. Next. T'as-tu déjà entendu parler, Francis, de la théorie du 10 000 heures? Ouais. OK. Ouais. 10 000 heures pour devenir le pro. Excellent dans quelque chose. Ouais, c'est ça. Okay? Que ce soit tu fais des cours de danse avec ta conjointe, ça prendrait 10 000 heures de cours de danse pour devenir un excellent danseur. Ouais. Alors, même chose au golf. Alors, tout est tributaire du nombre d'heures que tu fais dans une année. Mais rendons ça au travail. Mettons qu'on travaille en moyenne 40 heures semaine, là, en moyenne. 50 semaines, c'est 2000 heures par année. Alors, pour faire 10 000 heures, c'est 5 ans. Alors, pensez-y dans votre pratique à vous, vous voyez penser dans la mienne. Quand une personne se fait 5 ans qu'elle fait la même chose dans une entreprise, là, elle est bonne, là. Elle est excellente. Ouais. Mais après 6 mois, 1 an, 2 ans, elle est correcte, elle s'améliore. Alors, le plus grand, je trouve, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser qu'ils vont réussir rapidement.
J'essaye ça 6 mois, 1 an, puis ça marche pas, on va changer, on va aller ailleurs. Mais tu seras jamais excellent. Écoute, il est impossible de ne pas réussir dans quelque chose si tu restes à long terme. Impossible. Ça se peut pas. Ouais, pis c'est vrai que des fois, on pense que c'est long, 1 an. Mais un an, pas si long. Quand t'es dans la soixantaine, mais c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ça va vite, là. Mais ça, je pense qu'avec le temps, les gens, ils deviennent un peu plus conscients de ça. Parce que changer, ça n'a pas été mon cas, là. J'ai fait 3 affaires dans ma vie. 4, si je compte la quincaillerie, là. Quincaillerie, laitier, caligel, puis ce que je fais maintenant. Ouais. Puis ce que je fais maintenant, ça fait 32 ans, c'est la plus longue période. Puis il n'y a jamais été question de changer, même les moments où c'était plus dur. Au début, entre autres. Mais à partir du moment où tu décides que c'est ça, puis go. Ouais. Parce que je sais pas si ça vient de toi, mon père, quand j'ai commencé à faire des cold calls ici, au début, c'était avec l'immobilier, il me disait, chaque non t'approches d'un oui. Bon, à chaque fois. Je l'ai probablement parlé, mais c'est pas de moi. Là, ouais, c'est ça. Tous les gens de vente, là. Mais c'est sûrement cette philosophie-là, cette force-là que t'as quand même de rester positif tout le temps là-dedans, tu sais. Je sais pas si c'est une force, peut-être, écoute. Je te dis que c'est une force. C'est pas tout le monde. Ouais. En tout cas, je pense, c'est pas tout le monde qui est capable d'absorber beaucoup de noms. Tous les jours, là. Toutes les semaines, maintenant. Ouais, mais là, si t'en as ça de trop tous les jours, parce que t'es pas bon. Continue à travailler. Mais, ce qui va être plus difficile, autant pour moi, c'est chose du passé, dans le sens que je trouve plus ça difficile, mais pendant quand même de longues années, c'est faire ce qu'on appelle du cold call, des appels à froid. Ça, c'est plus tough. Ouais, ça. OK? Parce que tu parles à quelqu'un, ben, t'essayes de parler à quelqu'un qui n'a pas demandé à te parler, que c'est pas sûr qu'il ait besoin de ton produit, puis il attend pas ton appel. Alors, ça, c'est sûr, là, ça prend de l'énergie, ça prend de la concentration. Puis là, tu te fais dire non souvent, ou tu tombes souvent sur des boîtes vocales. Puis tu dis que c'est chose du passé que tu trouves plus ça dur. J'ai pas peur d'en faire. Parce que tu sais que tu as des résultats? Oui, oui. Les résultats sont plus durs à obtenir qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ah oui? Ouais, il y a 20 ans, les boîtes vocales sophistiquées comme aujourd'hui, ça n'existait pas. Tu sais, quand j'ai commencé, là, tu vas trouver que j'ai de l'âge. Tu sais, les répondeurs, c'était une cassette, là. Ouais. C'était la cassette qui dit laissez votre message. Tu revenais à la maison, tu écoutais la cassette, là. Alors, c'était loin de tout le monde qui, au travail, faisait fonctionner les répondeurs. Tu parlais à une réceptionniste qui te transférait à la personne que tu veux rejoindre. Parce que maintenant, avec le télétravail en plus, souvent c'est leur numéro de cellulaire. Donc, c'est plus difficile à mettre en opération à cause de ça, de rejoindre les gens. Mais après ça, leur parler, c'est pas plus difficile, mais ça reste quand même que c'est ardu de demander à quelqu'un. Moi, quand les gens me disent, ouais, mais c'est tough, tu sais. Il y en a plusieurs qui me disent, ah non, moi, je ferais pas ça. Puis là, je leur dis, t'es pas obligé de le faire. Si t'es pas dans ce domaine-là, t'es pas obligé de le faire. Mais, là, je le dis à la personne, t'as-tu déjà été, avant la venue des GPS, là, t'as-tu été perdu un moment donné dans un village à chercher une rue, que tu t'en vas à un endroit, puis là, t'as baissé ta vitre à un passant, tu t'as demandé c'est où telle rue? La personne a dit, oh, oui, j'ai déjà fait ça. Ben, tu viens de faire un cold call. Ouais. Tu viens de demander quelque chose à quelqu'un que tu connais pas. La personne ne s'attendait pas à ça. OK? Puis est-ce que la personne t'a blessé, t'a fait mal, t'a dit non? Ben non. Elle t'a dit, juste là, virer à gauche, à droite. Ouais. C'est un cold call. C'est vrai que c'est juste ça, en guillemets. C'est juste ça. Puis tu vois ça comme un jeu quand tu fais ça ou pas vraiment? Non, c'est pas un jeu. C'est une tâche. Ça fait partie de chanteur qui s'entraîne, qui réchauffe ses cordes vocales pour chanter pour son spectacle, ou bien l'athlète qui s'entraîne ou qui se réchauffe pour... c'est pas un jeu. Ça fait partie de la discipline. Tout le monde qui a réussi à un haut niveau a une excellente dose de discipline. Ça prend une bonne dose de discipline. Je te dirais même que c'est peut-être un des éléments les plus essentiels. La discipline, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Même si on n'a pas le goût de le faire. Alors, c'est ça, de la discipline. Alors, quand tu dis, non, ça me tente pas aujourd'hui, j'en ferai pas, ou non, ça me tente pas de m'entraîner, ou ça me tente pas, ben, tu vas avoir des résultats dans 6 mois, 1 an, que, mais si tu le fais tous les jours, regarde-les comme une horloge, ça, j'avoue, j'ai cette qualité-là. Puis sais-tu... Je regarde pas l'heure pour regarder l'heure, je vais te montrer que je regarde de quoi, OK? J'apprends de l'anglais avec une application.
OK. Parce que mon anglais pas assez fort pour faire des conférences. Je me débrouille quand je voyage, évidemment. Puis il y a un bout de temps, je dirais pas le chiffre tout de suite, il y a un bout de temps, je dis, je vais prendre l'anglais avec une application, ça me tentait pas d'aller sur une formation, 3 semaines, mon horaire est trop complexe pour ça. Puis là, je regarde, là, ce matin, là, j'ai fait mon 1460e jour sans interruption. Plus de 4 ans. Ouais. Yes, sir. OK? More than 4 years. OK? Quand même, To improve my English. Non, je ne lâche jamais. Je lâche jamais. La discipline, faire ce que tu as à faire, puis ça va te faire toujours avoir une grande, grande satisfaction. Parce que tu vas dire, yes, je l'ai fait. Ouais, c'est ça. J'ai réussi. J'ai passé au travers. Je l'ai fait. C'est fou parce que c'est drôle, j'ai fait un podcast solo, là, pas si longtemps, mais j'en fais seul aussi. Solo? Solo. Pas solo. Ouais, solo, à bateau. Solo. Puis, pour moi, en tout cas, là, la discipline, c'est aussi savoir te mettre un cadre, de dire, mettons, j'ai 2 semaines de vacances, je fais pas ça 2 semaines, mettons, pour m'entraîner, moi, c'était ça, là. Quand j'étais en vacances, je sais que je m'entraîne pas, je me permets ça, pour qu'après ça, je puisse être discipliné le reste, tu sais, des semaines après. Ouais. Pour toi, ça fait-tu partie de ça? Parce que c'est 1400 jours de suite. Ouais. C'est que t'as pas sauté une journée. Pas sauté une journée, je te jure. Sinon, ma série retombe à zéro. J'étais un gars de défi. Ouais, là, tu veux pas que ça... Je veux pas que ça tombe à zéro. Ouais. Il y a vraiment 1400 tempérines, le lendemain, ça tombe à 1. C'est ça, c'est déprimant. Ouais, mais c'est pas une corvée, c'est un plaisir. Ouais. Mais je prends 2 semaines de vacances, moi aussi, là. Mais je fais quand même mon Mais anglais. tu vas aller, au pays 1 minute. Ouais. Arrêtez, je fais à peu près une demi-heure par jour. 15 minutes le matin. OK, 15 quand minutes même, le soir. quand même. Ouais. C'est pas mal ça que j'ai fait. Puis, c'est-tu inné, cette discipline? T'as-tu toujours eu ça ou tu l'as forgé, Pas travaillé? Ouais. Pas mal. D'où ça vient, je sais pas. Peut-être mon père qui me réveillait tous les matins à 5h moins quart. Guy, mon homme, viens. Puis, attends. C'est dès 9-10 ans, là. Tu sais, ça en fait des matins à se lever, là, avant d'aller à l'école. Puis je sais pas. Ouais, c'est mais ça, t'as pas travaillé ça en soi, d'être discipliné. Quand ton rêve, là, je dis pas que c'était mon rêve là, d'aller livrer le lait, mais quand ton rêve te tient vraiment à cœur, la discipline n'est pas une corvée, ce n'est pas quelque chose, c'est pas du travail. Tu sais, je parlais, je sais pas, je peux nommer des noms de compagnies, là, mais j'ai beaucoup de respect pour nos entrepreneurs québécois, vous et plein d'autres qui sont des clients. Puis, je vais le nommer. Le président des piscines Trévis, c'est un monsieur qui s'appelle Clément Hudon. Chic type, coloré, un excellent vendeur évidemment, mais un entrepreneur incroyable. Et je les vois chaque année, puis je donne la formation à leurs représentants et leurs directeurs, etc., là, à chaque année ou presque. Puis à chaque fois que je le vois, on se connaît bien, là, je l'appelle par son prénom, je dis « Hey, quand est-ce que tu prends ta retraite? » Puis M. Hudon doit avoir 74, 75, là. OK. Puis il est au bureau à tous les jours, là. Puis la fin de semaine, il fait le tour des magasins, là, l'été, évidemment, là. Puis chaque fois, il me répond « T'es du fou, ça fait 45 ans que je suis en retraite. » Parce que ça fait 45 ans qu'il a fondé Trévis. Il voit pas ça comme travailler, il voit ça comme avoir du fun. J'en connais un autre, multimillionnaire, une grosse entreprise qui vend des suppléments nutritifs pour les animaux à travers le monde. Okay? C'est énorme, là. Puis il me dit, je travaille pas, je m'amuse. Fait que quand tu t'amuses, puis tu as choisi ça, puis tu fais ce que t'aimes, bon, la discipline et puis la discipline, le travail et puis le travail. Ben, je pense que c'est l'avantage aussi quand on a notre entreprise. Là. Je pense que ça devient par une passion plus que juste travailler pour travailler aussi. Je sais pas qu'est-ce que tu entends. Je comprends que les entrepreneurs, ils ont peut-être plus ça en dedans d'eux, parce que souvent, quand tu es entrepreneureux, souvent, c'est l'accomplissement d'un projet, d'un rêve. Mais je connais beaucoup d'employés salariés qui sont passionnés, puis que même si l'entreprise ne leur appartient pas, ils sont dédiés à 100 000 %. Vraiment, oui. Je sais que vous en avez chez vous, on en a chez nous. Donc, c'est pas juste... Mais ça, c'est la passion. Ouais. Que on dirait que
ce que je voulais dire, c'est qu'on dirait que quand c'est ta business, t'as presque pas le choix d'être passionné, sinon tu vas arrêter. Je dirais que c'est l'inverse. C'est parce que t'es passionné que t'as une business. Ouais, aussi. C'est vrai. Probablement. C'est vrai. Mais des gens passionnés, il y en a dans bien des domaines. Partout. Oh, et pas juste des entrepreneurs, des salariés, des cadres, il y en a beaucoup de gens passionnés. Ouais, la nouvelle génération aussi. Oui, ça, on entend souvent ça. La nouvelle génération ne veulent pas travailler. Mais moi aussi, je pense pas. C'est fou. Il y en a plein qui sont super bons. Ils veulent, ça aille bien. Puis, c'est fou. Je pense que d'une génération à l'autre, la génération précédente dit que l'autre a toujours tendance à dire, nous autres, dans notre temps, c'est pas pareil. Tu sais, ma mère riait de moi quand j'ai arrêté d'aller à la messe, puis que j'avais des grands favoris jusque-là, puis les cheveux longs. J'ai déjà eu les cheveux longs de même. Ah oui, je savais pas. Mais puis maintenant, mais c'est des gens de ma génération qui regardent d'autres générations, et disent, ah, les autres sont aussi. Ouais, puis là, probablement que les gens de 50 ans doivent regarder les plus jeunes, ils sont ça. Je pense que c'est eux, ça. Ça va toujours. Phénomène normal. Ouais, c'est ça. De société. Ouais, de génération. Je pense avoir bien fait les autres. Ouais, exact. Puis t'as-tu des trucs justement par rapport à la vente qu'on peut utiliser n'importe qui là, qui écoute, qui dit moi je veux juste m'améliorer un petit peu là-dedans, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, premièrement, il faut avoir un bon produit ou service à vendre, là, ça c'est la base. Si ce que vous avez à vendre n'est pas de qualité, ça va, mais ça va de soi, espérons que vous l'avez, ce produit-là. Mais après ça, je dirais, écoute, fais parler de client. Le client qui te laisse la chance de te parler de ton produit ou de ton service parce qu'il convoite, bon, ben, fais-le parler. Fais-le parler. Pourquoi? Pour faire quoi? Quand est-ce? Qu'est-ce que vous avez eu avant? C'est le premier que vous magasinez? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Fais-le parler. Ça, c'est peut-être le conseil numéro 1. Le client va te donner toute l'information nécessaire pour, après ça, faire le lien entre ton offre et son besoin. Fais-le parler. Et rends-le important. Fais un compliment. Merci d'être venu nous voir. C'est apprécié. On sait que vous avez plusieurs autres endroits, mais merci de nous avoir choisis. Puis, dans les conversations, de le féliciter pour quelque chose. C'est pas sorcier. Je pourrais te dire, donner 4 objections, répondre 3 fois, closer 3 fois. Mais oui, mais honnêtement, lorsque tu as bien fait parler ton client, c'est un produit ou un service de qualité, tu t'es intéressé à lui, tu auras même... Il y a des cours là, qui se donnent des fois, là, c'est la vente débute quand le client dit non. J'ai jamais compris cette traduction-là. J'ai jamais compris ça. Ça veut dire que la vente débute quand le client il dit non, je suis pas intéressé ou je vais y penser. Ben, il m'a dit de quoi? Commence à être tard. J'ai fait plein. Ben, je comprends, tu peux l'amener à changer d'idée. Oui. Mais j'ai fait plein de ventes dans ma carrière sans que les gens aient 0 objection. 0. Tu sais, tu fais ton pitch, tu le fais parler. T'expliques ce que tu peux faire pour lui, t'expliques ce que tu vas faire en y vendant un service après-vente. Tu lui dis, avez-vous d'autres questions? C'est une question fermée, que dans tous les cours, ils vont dire, pose pas des questions fermées. OK? Il va dire, non, ça va. Donc, on me sert quel nom? Mais bonjour. C'est réglé. Il n'y a pas d'objection. Si tu l'as fait parler, tu vas résoudre des objections qu'il avait bien avant qu'elles viennent. Ouais. C'est pas dur faire de la vente. Faut aimer le monde, aimer ce qu'on fait, aimer son produit. Puis ce désir-là que tu dis de connaître son vrai besoin, tu sais. C'est quoi qu'il veut pour vrai? Ben, si t'es un expert, tu vas le faire parler. Tu sais, là, je peux pas me mettre dans la peau de vous autres, mais si je vends, je sais pas moi, de la climatisation centrale, c'est sûr que quand il fait chaud, les gens ont envie de s'acheter de la climatisation. Mais quand même, des questions... Pourquoi? Combien de tests vous allez avoir? OK, quel genre de température vous aimez? Est-ce que vous avez déjà eu de la climatisation chez vous? Fais-le parler. Wow, c'est vous qui avez bâti votre maison? Wow, c'est bien beau quand tu vas... Fais-le parler de lui. Il va te manger dans la main. Ouais. Surtout de nos jours. De nos jours, les gens ont tellement soif de parler d'eux-mêmes parce qu'ils sont tous isolés avec les réseaux sociaux. Parce qu'on communique pas avec des réseaux sociaux. On regarde la vie des autres. Les gens ont tellement soif de s'exprimer, de parler de... Fallait parler. Dire sa vie, ouais. Puis ce qui... Ce que tu fais avec moi, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. J'ai plutôt l'habitude de faire l'inverse, faire parler les gens. Ouais, c'est ça. Pas souvent. Ben, je fais du bien de temps en temps. Mais c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est quand tu poses des questions, tu t'intéresses à la personne pour vrai. Ouais. Ben,
Là, je sais pas comment dire ça, mais je veux dire, t'as pas l'air vendeur non plus. Tu sais, c'est pas bonjour, j'ai ça à ce prix-là, pourquoi tu veux pas l'acheter? Ou tu sais, tu t'intéresses pour vrai au client, pour l'aider pour vrai, tu sais. Mais c'est quoi avoir de l'air vendeur? Le client qui vient te voir, il sait bien que t'es un vendeur. Il veut dire que t'as de l'air. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est le classique là, qu'on voit de vendeur de char qui s'en vient vers toi, puis tu sais qu'il veut. Puis là, tu dis non, puis là, il arrête pas. Non, je veux m'en aller. Tu as entendu ça récemment, toi? Dernièrement? Ben ça, là. Vu ça, non. Non, ça n'existe à peu près plus. Même certains concessionnaires automobiles, ils diraient plutôt, c'est l'inverse. Le client rentre, puis le vendeur reste assis dans son bureau, puis il sort pas. Alors qu'il devrait sortir et dire bonjour. Ouais, c'est ça. Alors, ben c'est ça, c'est peut-être une vieille histoire. Il y a beaucoup de mythes par rapport à la vente à pression. Tu sais, c'est un infime pourcentage de gens qui vont avoir cette attitude-là. Un infime, il y en a, mais je sens quand même quand tu sens que quelqu'un s'intéresse pour vrai à toi ou non, même s'il te pose les mêmes questions, je pense qu'on le sent. Oui. Quelqu'un a un vrai intérêt. Hier, justement, j'étais au resto. Je dis à la fille, je vais prendre ça. Ben, elle me dit, tu veux-tu une entrée? Je dis non, je mangeais avec mon père. Elle me dit, hey, gars, elle dit là, lui, il voulait une soupe, moi, j'en voulais pas. Elle dit, elle m'a te mettre ça en menu midi, je vais lui donner sa soupe, ça va revenir un petit peu moins cher, tout ça. Là, pour l'entreprise, c'est-tu bon? Il a peut-être perdu 2 piastres. Moi, je suis content, par contre. J'ai crime. Ils ont un beau service. Je vais avoir le goût de revenir là, tu sais. Fait qu'elle, elle a été honnête sans que c'est de la vente. Ça reste au resto. C'est de la vente pareil. C'est léger, mais quand même, tu sais. C'est un service qu'elle a fait que je sais qu'elle voulait faire ça pour le client, pour moi, tu sais. Possiblement. C'est sa façon, elle, de le faire, mais est-ce que... Ben, c'est correct qu'elle te le propose, là. Je renie pas ça, mais... Elle aurait pu faire l'inverse. C'est une bonne soupe. Vendre, ouais, c'est ça. Mais, comme je dis, il y a deux... En tout cas, pour moi, c'est ça. Il y en a un, c'est... Je suis comme crème, elle m'a offert ça, c'est vraiment fou, je vais vouloir revenir. L'autre qui, oui, ils vont me vendre une bière de plus, ben là, tu fais 10 piastres sur ta bière. C'est bon, mais j'ai peut-être pas eu cette... Tu sais, là, je m'en rappelle de ça. La bière, je m'en rappellerais pas. Elle a juste fait 10 piastres. Écoute, l'anecdote de restaurant, impertinente, incorrecte, mais en supposant qu'il y a des représentantes qui nous écoutent, c'est pas nécessairement une bonne habitude de toujours offrir ton produit moins cher aux clients. Fait qu'au bien le restaurant, c'est correct ce qu'elle a fait. La regarde va vous le mettre à menu midi, ça va revenir à temps, c'est correct. Mais mettons, là, tu viens me voir pour acheter une climatisation. OK? Puis là, ben, tu dis, ouais, j'ai ça, ben, j'ai justement celle-là. OK? Ou ben, j'ai celle-là aussi en promotion ou en spécial ou pas cher. Ou, beaucoup de vendeurs qui ont tendance à faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal à l'aise de vendre des produits de qualité. Puis quand on vend un produit de moins de qualité, est-ce qu'on aide vraiment le client? Ben non. Parce que dans 3, 4, 5 ans, on va faire défaut avec une pièce provenant de l'outre-mer, qu'on n'a pas les pièces en stock, quoi que ce soit. 6 mois. Fait que, il y a un danger à ce que les gens de vente aient la mentalité de dire, ben, je vais lui offrir mon moins cher, parce que le client, il va être content que j'y offre, que je fasse sauver de l'argent, puis il va revenir. Pas sûr. Non, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Faut que tu vendes le bon produit à personne. Moi, j'aime bien une offre plus complète, dans le sens, ce qu'on appelle le upselling, le good, better, best. Ça propose un bon, un meilleur, puis un autre meilleur, puis le client choisira dans ça. Mais j'offre pas mon moins cher. À moins qu'il me dise en arrivant, je veux la faire la moins chère. Et là, des fois, j'ai vu là, récemment, parce que je forme des gens dans le monde du pneu, dans des bannières bien connues. Le client dit, regarde, je remets mon auto loué dans 3 mois, j'ai pas besoin de changer les pneus, là-dessus des usagers pas chers. Hein. Ouais, des situations que... Tu mettras pas des pneus à 300$ du pneu, tu vas donner, je comprends. Alors, mais sinon, on devrait offrir des produits de qualité qui correspondent aux besoins du client. Et ça, si on le fait parler, le client va nous le dire.
Voulez-vous quelque chose de durable ou quelque chose qui est un produit d'appoint qui va faire un certain bout de temps? Il y a toutes sortes d'acheteurs qui vont dire, ben écoute, non, regarde, de toute façon, je vais vendre ma maison dans 3-4 ans parce qu'on s'en va en retraite, quoi que ce soit. OK, fine. Mais même là, quand on va venir pour la vendre, là, avec une clim de meilleure qualité, bon, est-ce que ça donne un meilleur prix? Je sais pas. Non, mais c'est à force de penser comme ça, oui, tu sais. Ouais. Mais c'est intéressant, pareil, ce côté-là, de jongler là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on veut magasiner un prix. Qu'est-ce qui fait que t'achètes pas le prix? Répète-moi ça. Là. Pourquoi tu veux magasiner les prix? Ben souvent, là, moi j'entends ça. Maintenant, j'ai des amis ou n'importe quoi. Là, je cherche, je sais pas, moi je cherche à réparer je sais pas, mon plancher. Ben là, ils vont checker, ils vont faire 2-3 soumissions, ils prennent le moins cher. Ouais. Mais comment tu fais pour faire voir ça au client que c'est pas le prix, là? C'est mon produit, tu sais. Et l'ensemble du produit. Ouais, c'est pas juste le prix, c'est une affaire, mais ça veut pas rien dire, un prix entre toi et moi, là. C'est là où vient intervenir le jeu des arguments. OK? Pour justifier un tarif ou un prix, ça prend des arguments. Des arguments, c'est ce qu'on va mettre dans une annonce, tu sais, il est bien entretenu, tu sais, un seul propriétaire. Alors, donc, oui, quand tu vends, il faut que tu aies une panoplie d'arguments qui concernent ton produit ou ton service. Mais fais attention. Premièrement, les clients qui veulent toujours acheter moins cher, selon moi, c'est une erreur qu'ils font. Puis ils le savent un peu parce qu'ils viennent trop par être déçus. Ah, c'est de la cochonnerie, ça a cassé. Ou même acheter un vêtement pas cher. Oui, c'est et tu vas le laver 6 fois et il est décoloré. OK? Alors, donc, c'est une erreur qu'ils font. Malheureusement, c'est une tendance. Puis quand on vit des périodes économiques plus difficiles, je peux comprendre la tendance, mais en bout de ligne, c'est pas vrai que c'est plus économique. Alors, donc, en tant que vendeur, ça se dit aux clients. Entre le choix de base, puis l'autre choix, qui est un produit, mettons, appelons-le milieu de gamme, donner des avantages du milieu de gamme, puis de la durabilité, puis le service qui vient avec ça. Puis souvent, là, on est dans la formation vraiment, là, Francis, là, mais tu sais, quelque chose qui coûte 100$ ici, puis le client dit, puis l'autre, 125$, puis le client va dire, c'est trop cher. C'est pas le 25$ que tu as à promouvoir, c'est pas le 125$, c'est le 25$. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le 25$. Il va déjà payer 100. Parce que dans sa tête, il est prêt à payer 100. Alors, il faut l'amener à penser à pourquoi il paierait 25 de plus. Alors, tous les arguments de service, de qualité, d'approvisionnement, de garantie, valent facilement ça, là. Alors, oui, tu as raison. Pour vendre, ça prend des arguments de vente. C'est bien évident. Fait que c'est tes arguments qui font. Pas des arguments. Ça en prend. OK? Puis comme la serveuse que tu me parlais tantôt, elle a donné un argument pour que tu fais moins cher. C'est correct. Mais moi, c'est sûr, j'avais des serveurs, j'aurais plutôt donné un argument. On dit, une bonne soupe, vous allez voir, elle est tellement bonne. C'est le chef qui l'a fait exprès. C'est super, c'est le meilleur à la région. T'as probablement dit, oui, donc, je vais apprendre. Probablement. Ouais. Par toi, peut-être. Non, mais dans le sens, elle a quand même dit, tu prends-tu la soupe toi aussi ou je sais pas quoi, tu sais. Mais une sur toi, il aurait dit oui. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Puis quand tu le demandes pas, il la jette pas. Quand tu l'offres pas. Quand tu l'offres pas. La vente, c'est d'offrir. Ouais. Le client décide. C'est le client qui a le bouton. Tu avais un autre aspect que tu fais de motivation. J'aimerais ça t'en parler un peu. C'est quoi que tu fais? Le mot... tu sais, le mot motivateur, il n'existe pas. Hein? Dans le dictionnaire, ça n'existe pas. À moins que le petit Robert l'ait ajouté récemment. Là. Le mot motivation existe. Le verbe motiver existe. L'adjectif motivant existe. Mais le métier motivateur n'existe pas. La motivation, c'est quoi? C'est du transfert d'émotions positives. C'est des personnes, que ce soit moi ou un coach de hockey. C'est mon ami Bob Hartley, avec qui j'ai écrit un livre sur comment bâtir une équipe gagnante. Puis plein d'autres, là. Des personnes ont trouvé une façon de dire des mots et des phrases qui, lorsque l'autre personne les entend, ça me donne du courage, ça me donne envie de me dépasser. C'est des émotions qu'on transfère à la motivation. Là, ce que je dis, t'es aussi capable que n'importe qui d'autre qui l'a fait.
C'est juste parce que là, tu penses que tu l'as pas fait, mais la réalité, c'est que tu l'as jamais essayé. Je suis sûr que si tu l'essayais, tu serais capable de le faire. Ben, il va probablement t'amener à penser que, ouais, c'est vrai, vu de même. Dans le fond. Fait que la motivation, c'est un message d'influence axé vers des possibilités vers du positif. Tu sais, le cinéma, là, c'est pas des motivations, le cinéma, mais les réalisateurs, les auteurs, les scripteurs de films, ils savent très bien qu'à tel endroit dans le film, le spectateur va avoir peur, parce qu'il va avoir une musique, ça va être sombre, ça va faire le saut. C'est une émotion. Ben oui. À d'autres places, on va peut-être avoir le moton dans la gorge, parce que je vais avoir un enfant avec qui il va se passer quelque chose. À d'autres places, on va rire. Un humoriste fait quoi? Il nous fait rire. Mais rire, pourquoi? Parce qu'avec ses phrases, ses jeux de mots, il crée une émotion. Alors, la motivation, c'est une émotion. Donc, s'il y a des auteurs de films d'horreur, des auteurs des humoristes, OK? Ben, il y a des gens qui sont capables de dire des phrases qui vont te donner du courage. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est ça la motivation. Puis c'est ça, tu fais ça en entreprise. Ouais, absolument. Cool. Mais c'est pas rien que vas-y, t'es capable, là. Oh non, j'imagine. Je parle de confiance en soi. On pourrait en parler des heures et des heures. Mais qu'est-ce qui fait qu'un individu prend des risques? On parlait d'entrepreneur tantôt. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va être plus tenace, se relever après un revers? C'est sa confiance en lui. Qu'est-ce qui fait qu'un athlète va monter sur la plus haute marche du podium? Moi, juste le fait de se rendre aux Olympiques, tu sais, on le disait dans les boys, c'est le mental toughness, là. Oh, ouais. Ben, c'est la confiance en soi. Plus une personne a confiance en elle-même, c'est le travail de toute une vie, le bâtir une confiance. OK? Pas elle monte, pas elle descend, pas elle monte, pas elle descend. Mais c'est la confiance que tu as en toi-même qui va faire que tu vas dire, je vais l'essayer. Ou je vais recommencer. Ou je vais l'appeler. Ou je vais le rappeler. Alors, la réalité, les gens devraient travailler toute leur vie à gagner confiance en eux. À faire des choses qui leur font peur. À arrêter de remettre à plus tard ce qu'ils n'ont pas envie de faire. À se mettre une discipline d'action. Ouais. À se tenir avec des gens qui, dans leur vie à eux, ces gens-là réussissent mieux que l'autre. Plutôt que de regarder l'autre. Ouais, Ah, t'as bien raison, ça va mal. Ah, ça va donc mal. Toi aussi, tu penses ça, moi aussi. Ah, La vie est dure. La vie est dure. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Puis on réinvente pas la roue. On devient lentement, mais sûrement, un peu comme les gens qu'on côtoie. Ouais. Puis toi, tu dois être le genre de personne qui fait la tâche que t'as pas le goût de faire en commençant? Moi, j'ai une to-do list. Puis, fait. je passe au travers. J'ai ma liste UPO, là. Je fais mes urgences, mes priorités, puis après ça, ce qui me rapproche de mes objectifs. Fait que je fais celle qu'il faut. C'est ça. Ça tente pas, t'as fait. On va la faire. Ben, je suis un être humain, là. Je te dis pas que j'ai jamais dit, on va l'appeler de main à place, là. Oui. Mais je le fais, là. Ouais. Il faut être plus déçu de moi de ne pas le faire qu'à le faire. Oui, puis comment je dirais ça, c'est le 5 secondes, c'est le 10 secondes de te dire je le fais qui est dur, mais après ça, que c'est un téléphone, peu importe, t'appelles et c'est rendu dans l'appel, c'est facile, là. Mais ben, en tout cas, c'est parce que j'ai plein, on pourrait aller partout avec ça, la confiance. Mais on est rendu fait quand même. Ça fait 1h20? Non, 1 heure. 1 heure. On a commencé, ouais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'avoue, j'ai pas regardé l'heure. J'ai pas regardé l'heure. Fait que, en tout cas, on pourrait aller bien loin, mais ça, t'as-tu une dernière chose que t'aimerais partager ou sur autant la vente, la motivation, la confiance ou peu importe? Ben, on pourrait conclure en disant la chose que vous avez envie de faire puis que vous remettez à plus tard de la faire, c'est celle-là que vous devez faire. Mm-hmm. Que ce soit vous lancer en affaires, que ce soit appliquer sur un nouveau poste, que ce soit renouer contact avec une personne qui vous échappe, peu importe. Ce que tu remets à plus tard, OK? Vas-y, fais-le. Do it now. Mm-hmm. Fais-le maintenant. Très bon conseil. Fais-les, that's it. Fait que si tu nous écoutes pis tu émets quelque chose à demain, fais-les. Là. Suite, mais pause, là, fais-les. Do it now. Ça va être fait. Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre, mon cher Guy? Ah, ben, guybourgeois.com. Facile à trouver. Parfait. C'est là que veulent voir mon agence. Quand je dis mon agence, c'est pas celle qui me représente. C'est celle dont je suis propriétaire. avec mes filles et ma conjointe. Ça s'appelle formax.ca.
Alors, on représente plus de 50 personnalités que vous connaissez pour la plupart, là, des têtes d'affiche. Très belle agence. Des personnalités de premier plan. Et vous êtes fantastique, humain. Fait que entreprise familiale aussi. Comme vous. Comme vous. Ça. Amis des tourneaux. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Exact. Merci Guy. T'as Francis, une merci belle journée. Puis salut à tout le monde. Salutations à tout le monde. Ciao. Bye.